Le festival Photographie Mon Amour est heureux d'accueillir Olivia Laverne qui expose à la Basilique Saint-Vincent. Je vais la présenter un tout petit peu. Comment on pourrait te définir? Photographe voyageuse? Oui, ça convient assez bien. Photographe voyageuse, chercheuse aussi. J'aime rencontrer des cultures du bout du monde. Chercheuse aussi au niveau de la lumière, de l'éclairage. Enfin voilà, on va en discuter. Tu es venue à la photo comment? Je crois qu'il y a été une filiation familiale quelque part, grand-mère. Oui, alors en fait, mon arrière-grand-père était déjà photographe. Donc j'avais beaucoup de photos d'époque qui m'ont été transmises par ma grand-mère. Et elle-même faisait beaucoup d'images, de clichés, avec des appareils moyen format, des appareils argentiques. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, je parcourais beaucoup les albums de famille. Ce rapport à l'image, il a été un peu comme une évidence quand j'ai grandi. J'avais envie de retrouver en tout cas ce rapport à l'image et donc aussi des thématiques, des parcours comme l'exploration et puis aussi le rapport à la nature. Retrouver ce rapport à la nature que j'avais quand j'étais petite et que j'ai perdu un peu en grandissant, habitant en ville, étant citadine. Voilà, ça me manquait particulièrement et à un moment j'ai eu besoin de m'extraire du bitume. Pour autant, tes premiers pas en photo, tu étais jeune, tu as commencé la photo avant de savoir que tu voulais en faire ton métier. Oui, je ne savais pas encore que je voulais en faire mon métier. En fait, évidemment, ça m'intéressait, j'y étais très sensible. Enfin, j'ai trouvé une résonance avec ma sensibilité personnelle. Je ne me suis pas dit, je vais être photographe. C'est le parcours, les rencontres, les diverses expériences de la vie. Et puis, il y a un moment, ça a été du développement personnel aussi, de partir de chez moi et puis de voyager, de rencontrer des personnes qui ne correspondaient pas du tout au quotidien que je vivais d'habitude. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que pour une citadine, tu allais à la redécouverte de la nature. De quelle manière cela s'est fait? Pourquoi ce déclic? Oui, la nature, en fait, c'est l'expérience du paysage, de la nature. Parcourir le paysage, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu dans l'enfance et que j'ai eu à un moment besoin de retrouver. Donc, en fait, ça s'est imposé quelque part. J'avais besoin de partir, donc au début, j'ai cherché aussi des destinations qui faisaient beaucoup voyager mon imaginaire. Au début, je ne partais pas aussi loin que je pars actuellement. Et donc, j'ai fait de nombreuses recherches et j'ai trouvé certains espaces qui faisaient beaucoup travailler mon imagination et qui pouvaient avoir une résonance fictionnelle. Et je m'y suis rendue. Au-delà de la nature, très vite, la nature c'est vraiment au sens large, mais très vite tu t'es focalisé sur la forêt. Comme c'était une expérience personnelle de vivre la forêt, de t'immerger dedans. Alors en effet, je me suis particulièrement intéressée à la forêt. La forêt, c'est un lieu où on est en immersion en général. On est complètement connecté. On a cette voûte feuillue d'arbres qui fait qu'on est aussi protégé. On est un peu comme dans un cocon, entre guillemets. En même temps, ça peut être, la forêt, c'est aussi le lieu des contes, des cauchemars. Il y a beaucoup, je parlais d'imaginaire tout à l'heure. Je pense que la forêt véhicule énormément d'imaginaire. On va tout doucement rentrer dans le sujet qui correspond au livre que tu viens de présenter également. Mais auparavant, petite introduction avec la dimension d'aventure que l'on retrouve dans ton travail, avec une petite vidéo. Donc là, on a vu quelque chose presque de cinématographique. C'est une vidéo, mais au-delà de ça, il y a des personnages, il se passe quelque chose, on est à la fois dans le merveilleux, dans le réel, on ne sait pas trop où on se place. Donc il y a le côté immersif dont tu parlais tout à l'heure. Explique-nous un petit peu pourquoi tu as voulu nous présenter cette vidéo en guise d'introduction. Alors, donc dans mon travail, évidemment, il y a eu différentes périodes. Il a évolué, les sujets ont aussi évolué. Il y a quelques années, j'avais besoin de réintroduire l'humain à l'intérieur de mes photographies. Et donc, en fait, toujours une histoire de rencontre
Je pars seule en général pour faire les photographies, qui me donne aussi, des fois c'est compliqué d'être une femme seule sur le territoire, mais ce qui me donne aussi des opportunités de rencontrer facilement les gens, les personnes, et de tisser des liens, puisque quand on part loin de chez soi, on a aussi besoin de recréer du lien avec les personnes. Et donc, les personnes que l'on voit donc, sur cette petite vidéo, ce sont les personnes avec qui j'ai travaillé ces 5 dernières années. Ces personnes vivent au cœur de la forêt, en Indonésie. Ils sont chasseurs-cueilleurs, vivent encore, comme dans des temps, enfin, ce sont des peuples racistes. Et voilà, j'avais besoin de retrouver cette authenticité. Et le fait que ces rencontres du bout du monde séduit. Et j'ai continué à travailler avec eux pendant 5 ans. Avant de repartir justement à l'aspect où l'humain revient au cœur de ton travail, on part un petit peu en arrière. Tu allais à la rencontre de la nature, mais à la rencontre de la forêt, mais d'une forêt particulière. La forêt très tropicale, dans sa densité, dans sa luxuriance. Pourquoi ce choix-là plutôt de rester dans nos latitudes? La forêt tropicale me fascine. Enfin, je trouve que c'est le lieu de plein d'intrigues, de livres, de romans. Et puis c'est quelque chose d'assez inaccessible en fait. Il faut s'y rendre. Ensuite, pour la parcourir, c'est encore une autre histoire. J'aime aussi beaucoup la chaleur, ça tombe bien. Et puis j'aime aussi l'arborescence en fait qu'elle permet et toute la biodiversité qu'elle abrite. Je suis très attirée en tout cas par les différentes plantes. Les symbioses qui se créent, voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas. Tu parles donc de cette forêt tropicale, mais justement, tu disais qu'il faut voyager. Tu as pensé la photographier avant de partir là-bas, ou c'est une expérience sur place, à un moment donné de ta vie, qui a fait le déclic et oui, je veux photographier ça. Et quand tu parlais de chaleur, elle est quand même particulièrement étouffante aussi, la chaleur tropicale. C'est très humide, enfin, pour ceux qui ont eu cette expérience-là, c'est quand même très particulier, c'est pas une chaleur très confortable. C'est vrai que quand on part un peu au bout du monde comme ça, déjà il faut trouver le chemin d'accès, se rendre sur ces lieux, puisque c'est pas forcément évident, il n'y a pas de route tracée, souvent c'est de la piste, sinon il faut passer par les rivières, remonter certaines rivières pour accéder en fait. Quant à la chaleur, une chaleur très étouffante, parce que en général, je me rends sous la ligne de l'équateur. C'est très étouffant et aussi ça peut être très pluvieux en fonction de la saison. Donc bon, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Quand il a plu, on peut s'enfoncer presque aux hanches dans la terre parce que le sol est complètement détrempé. Au niveau du matériel photographique, c'est pareil, c'est un peu compliqué quand on travaille avec de l'électronique. Mais en tout cas, il y a tellement de possibilités de réalisation artistique que en fait, je passe outre ça. Alors en effet, pour suivre la réponse à la question, la première fois en fait, que je suis partie en forêt tropicale, je n'avais pas réalisé encore une là, je ne savais pas ce qu'il allait se passer en fait. Les photographies, c'est un peu comme une performance. C'est sur l'instant. Et c'est vrai qu'au début, le temps était tout le temps voilé, pas de lumière. Une lumière qui était quand même assez discrète, on va dire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que j'étais partie avec de l'éclairage dans le sac, avec plusieurs flashs. Et là, je me suis dit, vas-y, serre-toi-en. Il y a deux aspects dans ta démarche. Tu te saisis aussi de l'histoire de la nature, en fait. Tu la perçois, mais également tu témoignes de la métamorphose du paysage, qui est une notion assez récente dans l'histoire. Quelle est la marque de l'homme vis-à-vis du paysage? Tu peux expliquer justement comment tu arrives à jongler entre ces deux aspects, la perception immersive et ce regard porté sur la transformation du paysage? Alors en effet, la notion de paysage est relativement nouveau. On parlait beaucoup de nature, mais voilà, le vocabulaire a évolué et aussi la perception que l'homme a de la nature et justement comment il peut la dominer et essayer de l'agencer lui-même pour l'apprivoiser. En fait, c'est tous ces différents voyages, le fait de voir le territoire vraiment se transformer très très rapidement sous l'effet en fait, de la main de l'homme, qui ont été importants pour moi. La création de routes, la destruction de certaines zones forestières, comment les personnes qui vivent encore dans la forêt peuvent l'habiter ou non. On est vraiment dans une transformation qui est très rapide et très visible. Pour autant, ton travail ne rentre pas dans une dimension documentaire. Ton travail est justement avec le travail de la lumière, qui est très recherché, qui met des choses en relief, qui au contraire en met d'autres vraiment dans l'ombre. Ça instaure dans la lecture de l'image une forme de doute, savoir où se situe la réalité, où se situe la fiction. Est-ce que c'est vraiment des images prises dans la forêt? Par moments, on peut même imaginer que c'est pris en studio.
Donc comment t'en arrivé à justement trouver le juste équilibre pour développer une part de mystère dans la lecture de tes images? Oui, alors j'aime travailler justement dans le décalage, dans l'entre-deux, ne pas donner tout, directement, toutes les clés au premier regard de l'image. J'aime bien créer le doute justement dans le regard du spectateur, du lecteur, qui se pose des questions. La photographie, en fait, c'est tellement facile finalement de l'orienter, en fait, le propos qui est sous-jacent en tout cas à l'image. J'aime que le lecteur de l'image s'interroge aussi sur ce qu'il voit. Oui, une ambiance mystérieuse. On se demande, oui, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est bien en forêt? Est-ce qu'on pourrait être ailleurs, dans un studio de cinéma? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin en disant que ton travail, ça pourrait être une reconstruction fictive du réel? En tout cas, c'est un travail sur la représentation. Et oui, donc la fiction m'aide justement à créer cette ambiguïté entre ce qui est réel et ce qui est proposé, en tout cas dans une mise en situation de personnage ou dans une mise en situation lumineuse, quand on recrée en tout cas. À partir du moment où l'humain rentre, en fait l'humain, sa première approche, ça s'apparente à de l'autofiction, comme une autofiction d'exploration. Comment c'est arrivé dans l'évolution de ton travail d'avoir voulu mettre ça et d'être dans une sorte d'évasion scénarisée? Alors évasion scénarisée, ça me plaît bien. Alors, autofiction, oui, au début, en fait, je ne revendiquais pas, c'était moi dans les photographies, et puis ensuite, chemin faisant, puis à force de faire des images, je trouvais que c'était relativement intéressant que ça soit la photographe dans le paysage. Moi, je me suis utilisée comme modèle, en fait, comme souvent je suis relativement loin et que c'est assez excentré, je ne peux pas partir avec des modèles, des assistants, donc en fait, je m'utilise moi-même, je recrée la lumière, enfin voilà, je participe à tout le processus, et donc oui, finalement, c'est moi à l'intérieur du territoire. Dans le regard que tu portes sur la nature, il y a une part d'inquiétude sur les écosystèmes à préserver. Est-ce que tu n'as pas peur que l'aspect fictionnel de ton travail, justement, nous mette trop de distance vis-à-vis de ce souci-là? Non, je n'ai pas peur. Je trouve au contraire que c'est une possibilité d'emmener en fait le spectateur, le lecteur avec soi, et de créer un chemin, de créer du sens. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne donne pas toutes les clés dans les images, et puis c'est à chacun aussi de trouver la forme qui lui convient aussi. Mais je pense justement que ce parti pris de la fiction justement peut aider le spectateur à rentrer dans l'image, à s'identifier et lui-même à se poser des questions et à participer à cette réflexion sur la biodiversité. Ce regard que tu portes sur la forêt, cette part de mystère que tu souhaites développer à travers la fiction, en fait, tu ne montres pas uniquement de la beauté de la forêt. Il y a le côté inquiétant aussi que tu fais ressortir. Ce côté inquiétant, est-ce que c'est pour donner l'impression du caractère possiblement étouffant de cette forêt-là où tu es parfois en apnée, englobé par la nature qui peut t'absorber? Alors moi je me sens plutôt sereine en fait quand je suis dans la forêt. Si c'est une forêt, une jungle vraiment très très dense et tout, je pars pas seule de toute façon. Par exemple sur l'image qu'on voit là actuellement, là je suis au cœur du Gunung Leuser, c'est une jungle qui est à Sumatra, on est à 5 jours de marche. C'était le soir, on commençait à planter notre camping, notre tente pour la nuit. Et puis en fait, comme je disais, à chaque fois je vais utiliser la photo un peu comme une performance, un instant, j'anticipe pas, tiens je vais faire cette image. En fait je vois la situation, j'essaye, ça marche pas. Et donc je me sens plutôt sereine dans la forêt, bien que ça peut être assez dangereux, du moment que je suis accompagnée par quelqu'un qui connaît ce terrain, il n'y a pas de souci. Du coup j'emmène quelques accessoires aussi avec moi. Donc des robes, je travaille de la colorimétrie, je vais choisir des tenues assez bon marché. Et bon, ce qui est complètement décalé, c'est aussi quand on est au plein milieu de la forêt, d'un coup, le guide qui est avec toi, il voit te mettre un rouge à lèvres, il met rouge, les gens ne comprennent pas toujours. Et c'est assez drôle en fait, il y a un côté très décalé. La photographie fige un écosystème où la vie est plutôt luxuriante. Justement, ce que tu viens de dire, est-ce que le fait d'apporter les vêtements, le maquillage, etc., c'est pas pour donner une impression de merveilleux sur un environnement qui peut être dur pour une occidentale qui n'y vit pas? Moi, je me recrée aussi du merveilleux, en tout cas, dans des environnements qui peuvent paraître peut-être plus durs. Donc que ce soit par l'introduction d'un personnage, que ce soit avec justement la lumière, un récit lumine, parce que la forêt c'est relativement sombre, on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière cette feuille, derrière cet arbre. Sur les arbres, il y a un tas de champignons, de trucs qui touchent le visage, t'as des allergies, t'as des serpents, t'as des sangsues,
des tiques, enfin, ça dépend sous quelle altitude on va. Donc oui, la forêt, elle est quand même assez réelle, entre guillemets, elle a gardé son authenticité, quoi, sa sauvagerie. Après, oui, réintroduire de l'éclairage, de la lumière, y placer des personnages, ça humanise tout de suite, et ça donne une autre dimension, ça ouvre en tout cas les possibles. Puis je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un petit côté un peu cruel aussi dans les images, quoi. Si c'est trop doux, police, on a plus envie de savoir ce qu'il y a derrière, entre guillemets. Enfin, voilà, tout est déjà donné. Hein. Donc c'est vrai que, par exemple, sur cette image qu'on voit à l'écran, cette agave, enfin, qui est un petit peu comme une griffe, qui arrive dans l'image et qui peut être la métaphore d'autre chose, dans l'esprit de chacun. Lorsque tu me parlais de ton travail, tu me disais que la forêt c'était par moments un petit peu comme le désert, où tout se ressemblait. Donc comment tu arrives, si tout se ressemble, comment tu arrives à déterminer les endroits où tu vas poser ton appareil, mettre tes flashs que tu as choisis pour faire une photo? Moi je regarde les photos là, qui sont projetées. On remarquera que j'ai une photographie très frontale en fait, toujours de face que je photographie. Je pense que c'est quelque chose qui vient de la photographie d'architecture que j'ai pratiquée à mes débuts. Pour trouver donc le lieu où je vais poser mon trépied, si on est en forêt relativement profonde, l'idée c'est de marcher, c'est de parcourir la forêt, donc évidemment accompagné, et puis d'un seul coup tu vois, tiens, tu te dis là je vais travailler là. Si on ne peut pas marcher, à un moment il faut trouver un point et puis voilà, s'en saisir. Juste avant d'aborder le travail que tu as fait avec ton livre, les quelques photos qui sont présentes à la basilique Saint-Vincent sont des photos de forêt où il n'y a pas de présence humaine. Donc déjà, je voulais savoir si c'était vraiment un choix. C'était comme une introduction à ton travail, avant éventuellement une poursuite avec l'introduction de l'humain. Tu nous as dit tout à l'heure donc, que tu es passé par la phase où c'était toi qui étais représenté sur les photos, et puis après tu as introduit les gens que tu avais rencontrés, notamment les chasseurs-cueilleurs. Comment on trouve la bonne distance entre son travail où on incorpore une part de fiction, et surtout ne pas tomber dans le travail d'ethnographe? Alors c'est vrai que la photo documentaire ethnographique pure et dure, bon, ça m'intéressait pas spécialement, ça a déjà été fait par d'autres, relativement bien. Je voulais passer à une autre étape, en tout cas dans l'image, dans le regard qu'on peut porter sur des peuples lointains. Déjà, il faut que les personnes me donnent leur confiance. Quand on arrive, petite nana qui parle pas la langue, au fin fond de la jungle, enfin évidemment, il faut se faire accepter par ces personnes. J'ai eu la chance, en tout cas, de rencontrer notamment la personne qu'on voit là à l'image, qui s'appelle Théo Lepon, qui est mon hôte, mon confident, mon ange gardien, qui je m'entends très très bien et qui a vraiment compris la dimension, en tout cas, des images. C'est cette symbiose et cette rencontre, en fait, qui fait que j'ai pu aussi réaliser des images plus fictionnelles. On en vient donc au livre. Ce livre renforce la dimension de conte et paradoxalement, il renforce aussi le côté cinématographique alors que les images sont figées puisqu'elles sont imprimées. Et tu as fait appel à quelqu'un pour collaborer sur le livre, qui est la romancière Bérangère Cornu, qui elle s'appuie sur le réel pour aller vers la fiction également. Est-ce que tu peux parler de cette collaboration-là? Oui, alors pour le texte, en effet, c'est Bérangère Cornu qui écrit le texte. Moi, je voulais pas du tout un texte documentaire, complètement décalé en tout cas ce propos. Et donc, ça s'est trouvé un peu comme une évidence puisqu'on l'a mis en commun, qui nous a présenté et Bérangère a tout de suite été séduite par le projet, par les images. Et tout de suite, elle a eu des idées pour écrire une fiction en résonance aux images. Ce fut lui, d'abord, que je vis s'avancer. Il portait un tissu rouge noué autour de la tête et un autre autour du bas-ventre. Il marchait pieds nus, une machette à la main. Pourtant, il ne coupait rien, ne semblait pas chercher quelque chose de précis. On aurait dit qu'il songeait à autre chose que lui-même, dans la jungle. Puis ce fut au tour de la femme d'apparaître. Elle était ceinte du même tissu rouge sur les hanches, n'avait rien sur la tête, mais arborait plus de colliers autour du cou. L'un et l'autre avaient l'air anxieux des acteurs qui s'apprêtent à entrer en scène. Je les épiais depuis mon antre obscur, fait de racines. Théoriquement, je n'étais pas visible, mais je me sentais aussi bien cachée que derrière un brin d'herbe. Ils avaient l'air ici, chez eux. Comment ma présence, tellement incongrue en ces lieux, aurait-elle pu leur échapper? D'ailleurs, ils commencèrent un jeu qui m'était tout destiné, prenant des pauses entre les troncs et les racines. L'étrange lumière par laquelle, un peu plus tôt, je me sentais traquée, leur donnait à eux un calme, une sérénité. Ils étaient beaux comme des personnages de l'histoire antique. Merci. C'est le moment où j'invite le public à poser des questions éventuellement, s'ils veulent compléter la discussion de leur propre regard, interrogation ou autre.
en prenant en compte notre influence de l'histoire européenne, notamment le colonialisme et surtout notre culture de l'histoire des arts qu'on a, notre point de vue européen surtout aussi, est-ce qui ne serait pas transporté mais qui vous influence quand même jusqu'à un certain degré et que à travers vos photos, vous continuez pas peut-être à transporter ce point de vue? Évidemment, je suis plus certainement influencée puisque j'ai grandi dedans, donc évidemment. Après, je continue à transmettre cette idée, je sais pas, puisque en fait, moi, j'ai un parti pris très particulier. Enfin, je pars seule, je dois rencontrer les personnes. Bon, j'ai un rapport au réel qui est assez décalé, hein, ça c'est mon travail. Qu'on soit ici, qu'on soit ailleurs, en fait, mon regard est sensiblement similaire, enfin le même en tout cas, mes intentions sont les mêmes. Et puis de toute façon, même les personnes qui vivent encore en forêt, les choses bougent pour elles. Les divers gouvernements successifs, bon là on a l'impression qu'on vit dans le meilleur des mondes avec ces personnages là que je montre, mais c'est des personnes il y a 60 ans qui ont été soumis à la dictature indonésienne, qu'on a voulu extraire de la forêt, on a brûlé tous les objets cérémoniels, on leur a coupé les cheveux en fait. J'en parle pas trop, je parle plus de chasseurs-cueilleurs, mais bon il se trouve quand même que ce sont des chamans. Je pense que c'est aussi de leur donner une visibilité, un point de vue maintenant, une possibilité en tout cas, et puis comme je le répète, c'est pas du document, hein. Bonjour, nous on avait une question sur le matériel, on se disait que ça devait être lourd à porter, enfin je ne sais pas combien de matériel vous aviez. Et les flashs, par exemple, combien de flashs pour une photo? Il y avait les photos que vous avez montrées au Trinitaire, par exemple, il y a combien de flashs? Il y en a 2, 3, ou celle-là, on se posait la question. Oui, alors ça dépend des images. En effet, c'est très lourd à porter. Donc j'essaye de m'alléger au maximum, puisque plus je porte, plus j'ai des problèmes de dos. Surtout quand on part dans des expéditions comme ça. Je parlais du climat très humide ou très chaud, tout ça, ça joue aussi. Donc oui, j'essaye d'alléger le sac au maximum. Bon, en général, je travaille à 3 flashs. Après, il y a aussi, bon, évidemment, il y a le trépied, il y a la caméra, il y a les optiques, puisque moi je travaille qu'en optique fixe. Donc je vais peut-être emmener 3 optiques. Il faut des assistants. Ouais. Comme je pars loin dans la forêt, non, en général, c'est moi qui fais tout le boulot. Ouais. C'est un gros travail, en tout cas technique. La caméra, en tout cas, elle est tropicalisée, donc ça va. Je vais dire que les optiques, ça craint pas trop parce que c'est des optiques argentiques que je vais monter sur un boîtier plein format numérique. Donc bon, le boîtier est tropicalisé, les optiques, ça va. C'est plus la lumière qui est très très sensible. Donc là, faut protéger au maximum, en fait. Emmener des choses qui absorbent l'humidité, notamment pendant la nuit. Et puis, si ça a pris justement l'humidité, bon, profiter du soleil très fort pour faire sécher le matériel qui est un petit peu humide et voilà, qui dysfonctionne. Quand on traverse des rivières, en effet, là, ça peut devenir très compliqué, surtout si la rivière, elle est agitée, s'il y a beaucoup de courant. Donc ça, c'est bien sûr, ça m'est arrivé. J'avais la chance d'avoir 2 personnes avec moi. En général, les personnes prennent mon sac parce qu'on a du mal à tenir debout quand il y a beaucoup de courant. Là, c'est vraiment l'équilibre et ne pas se faire entraîner par le flot de l'eau, quoi. J'ai eu de la chance, ça s'est passé, mais j'ai des personnes qui étaient avec moi parce que des fois, tu perds l'équilibre totalement, quoi. Une fois, j'ai mon guide qui m'a rattrapé par le bras et qui m'a soulevé de tout mon poids parce que je basculais. Et j'ai fait basculer aussi l'autre personne qui était derrière et cette personne a été emportée avec son sac, sa tablette, son truc. Et là, en effet, ça marchait plus. Et sinon, oui, je voulais rajouter que, évidemment, il n'y a pas de prise électrique dans la forêt pour charger le matériel. Donc, je pars avec plusieurs accumulateurs pour l'appareil photo. Et la lumière, elle marche avec des piles. Donc, je pars avec plusieurs jeux de batterie. Et je reviens un peu sur la question du monsieur, côté un peu colonialiste, européen, la vision peut-être un peu décalée. Je voulais juste préciser que ces personnes, en fait, c'est d'anciens coupeurs de tête. Donc s'il y a quelqu'un qui est en danger, c'est plus moi, quoi. Est-ce que ton travail peut s'apparenter à une forme d'allégorie? Oui, ça peut s'apparenter à une forme d'allégorie. On remercie Olivia pour sa présence et merci à vous d'avoir été attentif à cette discussion. Merci.